Eh ben, c'est parti. Boris, ravi. Donc déjà, je trouve que tu as pris l'habit de ta fonction, puisque Boris est devenu député, félicitations, depuis quelques Merci. mois. Mais nous, on se connaît depuis assez longtemps finalement, Ça hein, commence à quelques faire. années. Parce que tu es, avant d'être député, le fondateur de VRAC. Je suis trop contente que tu sois là. Est-ce qu'on peut peut-être démarrer? Est-ce que tu peux te présenter? Eh ben, je suis Boris Tavernier, donc c'est une phrase que j'ai encore du mal à faire. Député de la 2e circonscription du Rhône, effectivement, avant entrepreneur social si je parle macroniste, ou responsable associatif si je parle à la gauche, ça dépend, et j'ai effectivement fondé... Et si tu parles au RN? Je leur parle pas. Ah. Et en tout cas, j'attends pas de réponse de leur part quand j'échange avec eux. Et j'ai fondé effectivement VRAC, qui est maintenant un réseau de 23 associations en France, en Belgique, et qui travaille spécifiquement sur la lutte contre la précarité alimentaire et sur l'accès à l'alimentation de qualité dans les quartiers populaires et sur les campus universitaires. Tu as fondé VRAC en quelle année? 2014. 2014, ça fait 10 ans que tu travailles sur la réconciliation de fin du monde et fin du mois. C'est un peu l'élément de langage qui est sorti pendant les Gilets jaunes, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on disait on peut pas opposer la fin du monde avec la fin du mois, c'est-à-dire que on peut pas payer hyper cher l'essence parce que ça veut dire que ça nous met dans le rouge avant la fin du mois pour protéger la fin du monde. Ça fait 10 ans que tu travailles sur ces sujets. Pourquoi en 2014, c'est ça que tu as voulu En fait, aborder? c'était une suite un peu logique. Moi, les 10 années précédentes, moi, je fonctionne par 10 ans. J'avais monté en 2004 un café-concert à Lyon, dans le quartier de la Guillotière, où on avait déjà remplacé, c'était une SCOP, donc on était déjà dans l'ESS. Alors, l'ESS, c'est l'économie sociale et solidaire. Et une SCOP, c'est une société coopérative. Alors à l'époque, ça s'appelait ouvrière de production. Maintenant, c'est une société coopérative et participative. Donc, c'est pas l'argent qui dirige, c'est une personne égale une voix. Donc, c'est la démocratie. C'est des entreprises démocratiques. Exactement. Et c'est vraiment pas l'argent qui dirige. Et ça, c'est aussi important de pouvoir travailler un autre modèle économique. Et on avait remplacé à l'époque tous les produits par des produits bio, par des produits locaux. Et on était la première coopérative en France à faire ça. Et à les rendre accessibles aussi. Sauf qu'on avait touché un public déjà sensibilisé, qui avait conscientisé cette question de l'alimentation. Donc VRAC, c'était un peu la suite logique. C'est comment on peut faire pour toucher des personnes qui ont envie de bien se nourrir, mais qui n'ont soit pas les moyens économiques, soit rien sur leur territoire, pas de magasin, pas de paysans. Donc c'était voilà, je me suis lancé dans les quartiers parce que c'est là où les habitants sont victimes de cette double peine. Et moi je viens de la campagne du Pas-de-Calais, donc je connaissais pas les banlieues, donc j'ai passé 3 mois dans plusieurs quartiers, au Minguette, à Vénissieux, à la Duchère, à rencontrer les gens, puis en leur disant vous voulez pas faire des courses avec moi, on fait des courses ensemble et on pourra peut-être avoir des meilleurs prix, et des meilleurs produits. Donc je parlais pas de bio, je parlais pas de circuit court, parce qu'il y a toujours le rejet de ce que tu peux pas t'offrir. Donc c'est important de casser ça. Donc j'organisais des dégustations, je faisais goûter les produits aux gens, et puis ça a marché. On les a convaincus par le goût et par le prix, et puis maintenant on touche un peu plus de 35 000 personnes, je crois, en France. Et donc, vous avez ouvert des épiceries. Enfin, comment fonctionne VRAC? En fait, c'est vraiment un système de groupement d'achat. Moi, j'avais monté la première AMAP lyonnaise aussi en 2004, et à un moment donné, avoir un panier de blettes toutes les semaines, t'en as marre. Donc la question de l'alimentation choisie est importante. Donc on a un peu plus de 100 références de produits, je dirais 95% en bio, qu'on achète en direct à des paysans au juste prix, ça c'est vraiment important. Et les habitants vont choisir soit sur un logiciel en ligne, soit lors de permanences physiques, parce que contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, il y a encore une grosse fracture numérique dans notre pays. Et ils choisissent les quantités, les références dont ils ont besoin. Et puis une semaine plus tard, on va livrer chaque groupement d'achat dans des centres sociaux. On n'a pas de magasin en dur. On crée une épicerie éphémère. Imaginez, dans ce lieu-là, on pourrait avoir au fond de la salle les huiles, les légumineux, et puis les habitants viennent avec leur emballage, avec leurs bouteilles. C'est pas des bénévoles extérieurs qui vont venir servir la soupe aux pauvres. C'est chaque adhérent, chaque habitant du quartier est bénévole pour son voisin. Donc c'est à la fois un projet économique pour les paysans et pour les habitants, social, parce que ça génère des nouveaux lieux de socialisation. Il y a un enjeu aussi de santé, hein. On est sur des quartiers qui sont très touchés par le diabète, par l'obésité, et aussi un enjeu citoyen. Donc les habitants ne sont pas juste des petites mains, ils sont au conseil d'administration de chaque association VRAC, ils participent activement aussi à la vie du projet, quoi. En fait, tu mélanges écologie, santé, enfin Oui, bien santé sûr. d'abord, écologie, démocratie Oui, et socialisation. oui, c'est ça, c'est ce mélange. Pour moi, la clé, alors je pense profondément que l'alimentation, c'est la porte d'entrée de la transition écologique. Je pense parce que déjà, Ça touche à tout. ça touche à tout, et puis on a tous besoin de se nourrir. Et puis c'est évident que on est inégaux face à l'alimentation, puisqu'on voit notamment les chiffres sur l'obésité. Plus on est pauvre, plus on a de risques d'être obèse, hein, si je le dis simplement.
il y a Jean-Pascal Zadi, Oui. l'acteur Netflix, qui devient en place, qui devient président de la République sur un malentendu. Et lui, son slogan de campagne, c'est « Mangez bien, payez rien ». Est-ce que ce serait ton slogan si tu étais candidat à une présidentielle maintenant que tu es Non, député? parce que Tout est possible. alors ce qui est rigolo, c'est que je l'ai appelé quand Jean-Pascal Zadi, j'ai récupéré son numéro après la première saison. Je me dis mais c'est pas possible. En fait, il parle de nous là, il parle de ce qu'on fait, dingue. plein d'autres acteurs dans les quartiers. Et il me dit bah en fait c'est facile. Moi mes parents étaient pauvres, mais la bouffe c'était important. Il fallait qu'on arrive à se nourrir et bien se nourrir, et c'était pas facile tous les jours. Et c'est vraiment ça le constat que font des millions de Français qui sautent des repas. Oui, d'ailleurs il a dit dans des interviews que c'était pas les scénaristes, c'était lui qui avait eu l'idée de cette proposition, alors qu'il était acteur dans la série, donc normalement. Et donc c'était assez, ouais, c'est assez génial. Après non, je suis pas le payer rien. Non, l'alimentation a une valeur. Et moi, ce que je dis souvent, c'est pas l'alimentation qui est chère, notamment l'alimentation biologique. C'est les salaires, les minima sociaux qui sont trop bas. Donc il y a une problématique de revenus aujourd'hui. Bah non, l'alimentation a une valeur. Comme le transport, maintenant tout est gratuit dans le transport. On paye plus le transport de rien du tout. Mais moi, quand j'ai vu En Place, par hasard, vraiment un dimanche soir affalé sur mon canapé, je me suis dit ah mais Netflix a fait une série sur Boris. Tu vois, c'était vraiment, c'est le vrai Jean-Pascal Zadi de la vraie vie. Je me suis dit oh c'est incroyable. Bon après ça part un peu en t'es quand même un peu plus sérieux que l'acteur, enfin que le personnage qui est joué dans la série. Il est président de la République. Hein. Moi, je suis encore que député. Oui, mais tu vois, à l'époque où j'ai vu ça, t'étais même pas encore député. Donc, t'as été élu député en juillet, après une campagne express qui a duré 3 semaines. Qu'est-ce que ça fait de devenir député quand on a l'habitude, bon, ça fait peu de temps, t'as peut-être pas encore beaucoup de recul, mais quand on a l'habitude d'être plutôt un acteur local, enfin voilà. Moi, sur les 3 dernières années de VRAC, j'étais déjà sur les questions de plaidoyer, avec les ministères, avec les députés, et je voyais aussi qu'il manquait quelque chose sur nos sujets, qu'en fait, quand des lois étaient proposées, ou on faisait tourner des lois au milieu associatif, ça correspondait pas du tout à la réalité, ça correspondait pas à nos problématiques. Donc je me dis, en fait, il faut y aller aussi, quoi. On va arrêter de râler, on va arrêter de se plaindre c'est tous les mêmes, et ben vas-y. Et puis il y a effectivement eu aussi quand même le soir de la dissolution. Moi, je voulais pas me réveiller le 8 juillet avec Jordan Bardella Premier ministre, donc je me disais que c'était le bon moment pour se lancer. Donc effectivement, j'avais eu aucun mandat politique, je suis dans aucun parti, donc déjà il fallait être investi, et j'ai eu la chance sur Lyon d'être investi sur une circo qui était prévue pour un candidat d'ouverture. En fait, c'était rigolo parce que la campagne électorale, au final, tu te retrouves à discuter avec des gens, à aller rencontrer des assos, ce que je fais depuis toujours. Que tu faisais déjà, en fait. Et j'ai pas attendu une campagne électorale pour connaître les problèmes des personnes, que ce soit dans les quartiers populaires ou dans les centres-villes, dans le centre-ville de Lyon. Donc moi, ça me plaisait plutôt. Puis au contraire, j'allais découvrir des nouveaux projets, des nouvelles assos que je connaissais pas, que j'avais pas eu le temps de voir. Mais tu te rends pas compte parce que tout est allé tellement vite, quoi. Il faut aller là-bas, et tu cours de partout. J'ai été sur une circo très favorable. Après, la campagne était quand même assez abominable, et j'avais pas l'habitude, quand tu es dans le milieu associatif et tu montes des projets d'intérêt général. Les gens t'aiment bien. Les gens, ils t'aiment bien, quoi. Bah oui, puisque tu fais des choses sympas. Et là, d'un seul coup, les gens t'aiment pas. Moi aussi, j'ai vécu moitié, quoi. La même chose. Et c'est assez violent. T'es pas prêt au début. Tu vois des premiers articles, et puis là, sur cette campagne, d'un seul coup, tu deviens antisémite, raciste, Mélenchon. Je connais pas ce monsieur, je l'ai jamais rencontré, je suis pas encarté. Et puis, ça abîme, tu vois, moi, pendant la campagne des européennes, me suis vue être un peu aigrie, qui n'était pas forcément un sentiment que j'ai l'habitude de ressentir. Et je me suis dit, mais attends, t'es aigrie là, meuf, ressaisis-toi, tu vois, c'est pas toi d'être aigrie. Et en fait, je trouve que toute cette violence, on n'est pas imperméable. En fait, je fais une petite parenthèse politique, mais on va revenir sur l'alimentation, mais c'est quand même intéressant vu que tu viens de sauter le pas. J'imagine, moi j'ai fait 2 mois de campagne et je me suis vue être aigrie. Donc j'imagine les gens qui font 20 ans ou 40 ans de vie politique, on n'est pas imperméable aux insultes, aux propos hyper agressifs qu'on se prend. Alors maintenant il y a en plus le cyberharcèlement, mais la violence politique a toujours existé. C'est vrai que ça pose question sur la qualité de nos élus. Derrière, parce que c'est vrai, enfin si on n'est pas capable d'apaiser le débat, bah forcément, enfin moi si vous me laissez 20 ans dans les conditions dans lesquelles on est aujourd'hui, je pense que dans 20 ans, je deviens un peu une mauvaise personne, parce qu'à un moment, si déjà tu deviens aigri en 2 mois... Mais c'est pour ça qu'il faut pas que ça soit un métier à plein temps, enfin en tout cas, de pas multiplier les mandats aussi. Faut pas faire 40 ans de carrière politique. Alors c'est facile de dire ça, ils disent tous, je ferai que 2 mandats. Ou après il reste. On verra si je reste. L'avantage quand même d'avoir... Tu veux faire combien de mandats, toi? En fait, il y a vraiment, on en parlait un peu en off tout à l'heure, effectivement, il y a déjà 2 ans pour
comprendre. Enfin, c'est vraiment une machine complexe. En fait, on a sorti un épisode YouTube il y a quelques semaines avec Alice Barbe, allez le voir, dans lequel elle dit qu'un nouveau député a besoin rien que de 2 ans pour comprendre le fonctionnement de cette machine folle qu'est le Parlement. J'en parlais à Boris juste avant l'épisode et il me disait alors t'en es où dans ta formation? Parce que toi t'es arrivé il y a en fait, le truc, c'est que 6 mois. tu dois te débrouiller quand même. Alors, tu peux être aidé un peu par le groupe. Donc, moi, je suis dans le groupe écolo et social. Donc, c'est beaucoup d'écologistes et puis les anciens insoumis qui ont été virés. Et puis, quelques générations. Donc, c'est assez mélangé. Donc, c'est plutôt là. Donc, il y a un très bon accueil. Mais tous, ils ont du boulot. Donc, ils sont pas là pour te former non plus. Et donc, on s'appuie aussi sur les administrateurs de l'Assemblée qui font aussi des formations. Et tu dois apprendre tellement de choses. Poser un amendement. Nous, on était ravis avec mes collabs pas que nos amendements étaient rejetés, mais ils étaient recevables. Et rien que ça, c'était déjà une victoire énorme. Donc de comprendre ces mécanismes-là, ces milliers d'amendements. Mais c'est assez passionnant quand même de savoir ce qui a existé, ce qui a été fait, parce que t'es pas là et t'arrives pas à te dire tiens, je vais trouver des nouveaux sujets, mais jamais ils en ont parlé, quoi. Bah non, évidemment que ça a été traité à un moment donné. Il y a 577 députés depuis des décennies. Mais c'est assez, enfin, moi je trouve ça assez passionnant ce travail-là. J'imagine que si tu es député, c'est parce que tu as envie de faire avancer en particulier ton sujet sur l'alimentation. Moi, je suis convaincue que, je l'ai dit, mais que l'alimentation, c'est la porte d'entrée de la transition écologique. C'est-à-dire que c'est le sujet de concorde. En plus, oui, un autre truc culturellement, la bouffe, c'est quand même le meilleur sujet pour les familles. C'est là qu'on se parle, c'est là qu'on se réunit. Par exemple, pouvoir avoir un dîner de Noël sympa et chaleureux et familial, c'est pas donné à tout le monde. Enfin, voilà, c'est vraiment le sujet. C'est peut-être parce que je suis d'origine méditanéenne qui me tient autant à cœur, mais c'est le sujet. En France, partout, dans n'importe quelle région. On a quand même cette culture de se rassembler autour de l'alimentation et à la fois d'être un sujet d'inégalité, resto du cœur, malbouffe, malnutrition, etc. Comment t'envisages de faire avancer? Alors, vous êtes minoritaire aujourd'hui à l'Assemblée, donc c'est pas évident de faire passer des lois. Mais c'est quoi les pistes que tu as envie de prendre à bras le corps? En fait, là, effectivement, vu la couleur de l'Assemblée, soit tu fais rien, soit tu poses des propositions très radicales qui ne passeront jamais, soit tu tentes le transpartisan. Et aujourd'hui, déjà, il faut réussir à s'imposer, ou en tout cas imposer ton expertise dans une assemblée qui t'a pas attendu non plus. Même si ça fait 20 ans que je travaille sur ces questions d'alimentation, que je maîtrise très bien plein de sujets là-dessus, bah, tu redémarres quasiment à zéro en fait, quoi. C'est assez rigolo. Tu es un parmi 577, tu n'es plus l'expert en alimentation que les médias. Maintenant, les médias t'appellent pour que tu leur donnes d'autres noms, ils t'invitent plus pour parler de ces sujets-là. Donc c'est assez rigolo. Et donc moi, je mise plutôt effectivement sur le travail transpartisan. Où aujourd'hui, les personnes qui comptent en tout cas à l'Assemblée, ça va être Guillaume Garot, Richard Ramos, donc un socialiste, un centriste, et c'est Loïc Prudhomme de côté LFI aussi qui travaille sur ces questions. Donc c'est qu'est-ce qu'on peut construire ensemble. Et je pense qu'il y a un enjeu, le lien alimentation-santé doit et peut parler à tout le monde. La question de la publicité aussi, notamment à destination des enfants. Il y a quand même beaucoup de pays qui sont en train de bouger là-dessus. On peut pas, aujourd'hui, le budget de la publicité, c'est 5 milliards par an pour des produits ultra transformés à peu près. C'est 1000 fois plus que le fameux PNNS, le Plan National Nutrition Santé, le manger, bouger et prenez 5 fruits et légumes par jour. Donc il y a quand même... C'est combien de fois plus? 1000 fois plus. 1000 fois plus. C'est un budget 1000 fois plus gros. Il y a 1000 fois plus de budget pour faire de la pub sur la malbouffe. Exactement. Que pour faire de la pub sur manger, bouger, etc. Donc, on a même vu pendant les Jeux Olympiques, faut faites du sport, et puis derrière, tous ces sponsors de boissons sucrées gazeuses. Mais manger un hot dog entre deux. Donc, il y a un enjeu, et je suis pas contre, évidemment. Enfin, l'alimentation doit aussi être un plaisir, faut pas l'oublier. On doit pouvoir manger ce qu'on a envie. Est-ce que tu es pour l'idée de taxer la malbouffe? Oui, davantage. Bien sûr. Mais est-ce que ça pourrait pas créer une crise des gilets jaunes? Parce qu'on entend par exemple des bénévoles du Resto du Cœur qui disent, nous au resto, et ça je l'entends, on met des bonbons, des sodas dans nos paniers parce que c'est ça qui donne un peu de plaisir aux enfants. Et le but, c'est pas de leur donner des pommes, c'est très bon les pommes, j'adore les pommes, mais je veux dire que des pommes et des légumes. On est 1000 fois d'accord. Moi, je me souviens de discussions avec des nutritionnistes dans les quartiers populaires qui disaient à des mamans et leurs enfants, arrêtez de manger des bonbons, mangez des amandes. Bah, déjà, c'est beaucoup plus cher au kilo, puis c'est pas le même plaisir. Mais c'est de réussir à avoir une taxe qui puisse être assez forte pour ne serait-ce que baisser le sucre,
qui est la pire drogue aujourd'hui. Moi, je veux pas, évidemment que tu peux manger un paquet de gâteaux et que tu dois pas vendre un rein pour pouvoir le manger. Mais si tu as des taxes qui sont vraiment assez fortes, peut-être que l'industriel, comme Yuka ou des choses comme ça, ou le Nutri-Score, fait retravailler les recettes. Et c'est déjà, l'enjeu sanitaire, il est là. Rien que le diabète, c'est 10 milliards par an, ce que ça coûte. Donc ça, Alors moi, ce qui me fait halluciner, c'est on n'a pas à que... me dire encore l'écologie punitive. Bah ouais, C'est mais pas en fait, c'est l'objectif. un chemin semé C'est pas d'embûches l'objectif. maintenant quand Bien on veut sûr. proposer des idées écologiques et que... Mais Bah, la publicité, ça coûte rien. Enfin, en tout ouais, cas, ça bien coûte sûr, bien rien. sûr. En tout cas, Bien sûr. ça coûtera rien aux personnes, aux consommateurs, d'avoir moins de publicité pour ces produits-là. Sur l'alimentation de bonne qualité, moi, il y a un truc qui me fait halluciner, c'est que quand tu es en zone rurale et que tu vas chez le direct producteur ou presque direct producteur, tu payes vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Enfin, moi, je fais l'expérience, c'est Ah bah, bien significativement sûr. moins cher. Pourquoi? Parce qu'il y a des intermédiaires, donc que ce soit le Carrefour ou le Leclerc, enfin le supermarché où tu vas faire tes courses, le camion qui le transporte à Rungis, etc., etc. Cette question de l'intermédiation entre la fourche et la fourchette, comme on dit dans le milieu de l'alimentation engagée, donc entre celui qui cultive et celui qui mange à la fin, c'est quoi les leviers politiques pour désintermédier? Bah, déjà, il y a quand même des grosses disparités territoriales. Il y a effectivement des territoires où tu peux avoir des fermes de partout, des maraîchers. Si demain tu traverses une bonne partie de la Picardie, tu as des betteraves à sucre, du blé, un peu de lin sur le côté méditerranéen. Pas du tout. On va plutôt parler de la Manche. C'est pas la Ah même. oui, Il fait beaucoup moins chaud. Et donc là, bah, même si tu as envie, tu peux pas en fait, quoi. Et t'as pas le choix. Et puis très très peu de commerce aussi de manière classique. Donc c'est difficile de ne pas du tout pouvoir t'appuyer sur des supermarchés aujourd'hui. Alors que moi que je combats depuis longtemps. Et en même temps, parfois il y a que ça. Et en plus, ça devient les places du village maintenant. Il y a plus de Bien marché, sûr. il y a plus de commerce, il y a plus de bistrot. Donc c'est au magasin que tu te retrouves pour échanger avec les gens. Donc c'est difficile. Je suis pas. Il y a la question de la TVA qui est un levier sur les produits bio. Moi, je suis assez sceptique là-dessus. Parce que j'ai un vieux souvenir de bistrotier, justement, quand on a baissé la TVA à 5,5 dans les bars et restaurants pour augmenter les salaires et embaucher. Les patrons de bars se sont gavés, point. Donc je pense pas que ce soit la solution. En réalité, il faut un vrai changement systémique. C'est pas avec des petits projets qu'on va réussir à soutenir l'agriculture d'un côté et rendre accessible une bonne alimentation de l'autre. Il faut déjà réussir à sortir du piège du tout local, parce qu'on est vraiment là-dessus, le local. Mais en fait, c'est pas parce que c'est local que c'est bon pour toi, que c'est bon pour ta santé, que c'est bon pour la planète. Je dis souvent que notre agriculture, c'est un tueur en série. Il va tuer le paysan aujourd'hui avec les intrants. Il va le tuer aussi parce qu'il y a un suicide tous les 2 jours ou tous les jours à cause des emprunts, de la difficulté du travail. Ça va tuer notre planète et ça tue même le mangeur. Aujourd'hui, tu manges une pizza industrielle et tu peux mourir. Donc il y a évidemment un enjeu fort à changer. Mais c'est pas par des petits projets, quoi. Et aujourd'hui, le seul projet sur la table, c'est la sécurité sociale de l'alimentation, qui pourrait vraiment avoir ce côté systémique de permettre à chaque personne d'avoir 150 € par mois pour se nourrir. Donc voilà, c'est un projet qui doit être universel, c'est ça aussi. Il faut sortir des politiques pour les pauvres. On dit une politique pour les pauvres, c'est une pauvre politique, donc il faut vraiment. Oui, mais si tu gagnes un bon salaire, t'as pas besoin de 150 € par mois. Oui, mais sauf qu'en fait, le socle vraiment de la sécurité sociale de l'alimentation, c'est l'universalité et ensuite c'est la cotisation. Donc tu cotises selon tes moyens. Donc si tu gagnes très très bien ta vie, bah, tu paieras 250 € pour avoir 150 €, et ce qui permettra à certains de payer 50, 20 ou 10. C'est aussi une juste Alors attends, est-ce que tu redistribution. peux nous présenter, donc la sécurité sociale de l'alimentation, c'est une proposition de loi que tu as déposée avec d'autres députés Ouais, à l'Assemblée. Je trouve que la sécurité sociale de l'alimentation, bah, ça porte bien son nom, ça peut être un projet vraiment d'ampleur, assez visionnaire, comme la sécurité sociale pour les travailleurs au siècle passé. D'ailleurs, moi, je dis tout le temps que l'écologie politique, c'est aussi puissant que le socialisme à une époque et que les Lumières à une autre époque. Enfin, je trouve que c'est vraiment le gros machin qu'on peut faire dans notre vie. Est-ce que tu peux me dire précisément en quoi ça consiste? Alors déjà, c'est un projet qui existe depuis plusieurs années, qui a été porté par des chercheurs, par des associations. Il y a un collectif national pour une SSA et des expérimentations qui sont en cours sur plusieurs territoires. Donc effectivement, le principe, c'est vraiment ces 3 piliers: l'universalité, donc pour tout le monde, la Donc cotisation pour tous les Français. pour tout le monde, pour tout le monde, enfants compris, 150 € par mois par personne pour te nourrir.
Donc le deuxième, la cotisation. Et le troisième pilier qui me semble être le plus intéressant, c'est cette question de conventionnement. C'est bien beau d'avoir 150 €, mais où est-ce que tu les utilises? Si tu peux faire ce que tu veux, hein, évidemment. Moi, on va pas pousser les gens à consommer tel ou tel produit. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'on est capable sur tout le territoire de travailler collectivement et de dire, voilà, cet argent-là, on va plutôt le mettre sur des paysans qui travaillent bien. Donc dans les expérimentations qu'on mène un peu partout en France, on va créer une assemblée citoyenne avec des personnes qui vivent la précarité, des classes moyennes, des CSP+, une cinquantaine de personnes qui vont se retrouver, qui vont bosser ensemble pendant 6 à 9 mois. Donc ça, sur la trentaine d'expériences en France, les gens sont restés, ils ont fait tout ce parcours, on a perdu Donc il y a personne. 30 sécurités sociales de À peu l'alimentation près une trentaine en France. expérimentales qui ont émergé. Moi, j'avais suivi à Montpellier, Ouais, mais bien en fait, sûr. il y en a d'autres. Montpellier, c'est la première, c'est l'une des plus Montpellier, c'était la ambitieuses. première, ouais, c'est pour ça. Mais il y en a une maintenant à Paris 20e aussi. Il y en a à Paris, à Lyon, à Nantes, à Bordeaux, donc Et oui, bah, ici, c'est il y en quelque a, chose ouais. qui Et donc, prend vraiment. Ça grandit sur tout le territoire. Et donc, à chaque fois, il y a comme une petite assemblée nationale, Oui, mais c'est une ça. assemblée alimentaire qui se réunit pour justement choisir ce qui est bon ou En pas fait, bon. ça commence un peu comme les conventions citoyennes. Il y a d'abord une formation. Aujourd'hui, on est matraqué par la publicité, on est dans un univers alimentaire qu'on connaît pas, qu'on maîtrise pas, donc il faut remettre tout à plat. Donc on va discuter de ce système alimentaire, on va faire des visites apprenantes, il y aura des conférences, des lectures collectives, et utiliser tous les outils d'éducation populaire aussi pour pouvoir parler de notre système alimentaire. Et une fois que tout ce parcours est fait, eh ben, on va choisir effectivement comment ça fonctionne, comment notre expérimentation elle va fonctionner, quel magasin on va conventionner, où est-ce qu'on va utiliser ces 150 €, quel sera le taux de cotisation, qui sera labellisé. Donc ça c'est hyper intéressant parce que là tu vois que les choix sont plus du tout les mêmes et que tu t'orientes de fait vers une alimentation plus durable, que tu vas travailler avec les paysans du coin et beaucoup qui travaillent en tout cas en agriculture biologique et en fait l'argent il va rester sur place quoi. Bah, c'est manger bien, payer rien, en fait. Quasi. Bah, attends, 150 € par personne, pour un enfant, ça peut Là, suffire. aujourd'hui, à Montpellier, C'est quoi c'est 60% un peu la cotisation. En fait, il n'y a pas assez de riches aujourd'hui qui participent. Tu peux être riche et militant, donner 250 € par mois pour avoir 150. Tu fais, ouais, mais bon. Donc, une fois que ça sera généralisé, ça sera peut-être plus simple. Mais c'est pas gratuit parce que voilà, chacun va quand même cotiser aussi. Et c'est surtout penser aux coûts cachés, aux coûts évités. Il y avait cette étude de la FAO. La désintermédiation, enfin, ça, c'est déjà Bien énorme. sûr, ça, il y a ça, et puis la FAO estimait à 10 000 milliards par an des dépenses de santé liées à notre alimentation industrielle dans le monde. En France, il y a une très bonne étude du Secours catholique et du CIVAM, on est sur à peu près 50 milliards d'euros en France qui se volatilisent parce qu'on mange mal, quoi. De sécurité sociale. Soit des dépenses de santé, Ouais, soit de de santé. la dépollution. Oui, de dépollution, Il y a ouais. plein de choses. Ouais. On dit souvent que en fait, acheter un produit dans une grande surface, en réalité, ça coûte le double à la société aussi, quoi. Moi, je crois vraiment en ce projet. Donc, c'est Charles Fournier, le député écolo de Tours, qui avait lancé ça. Et moi, je suis arrivé, on a rebossé ensemble, on a rebossé avec les associations, avec évidemment le collectif national pour que la loi colle aussi au mieux. En fait, ce qui est... alors, on vous bassine tout le temps, nous les écolos, avec le mot systémique, parce que tout est systémique, et donc c'est toujours... C'est mon côté Ashoka, ça à aussi. 360, non, mais moi aussi, je dis le mot systémique comme je le respire. Là, c'est vraiment systémique, parce que, premièrement, ça permet de recréer de l'égalité face à l'alimentation. C'est-à-dire que quand on est dans une coopérative, enfin, je sais pas comment on appelle ça, mais... C'est dans des un caisses collectif, alimentaires. dans une Ouais. caisse alimentaire, on est tous cotisants et donc on peut tous avoir accès aux mêmes produits, etc. Ensuite, évidemment, ça permet de faire participer les agriculteurs, de les mettre dans un rapport à leur propre travail, à leur propre revenu, qui est plus sain et donc qui devrait faire diminuer leur mal-être au Ouais, et travail. puis en plus, ça leur permet aussi de planifier. Quand tu te rends compte, tiens, là, sur ces X mois, on a vendu tant de tonnes de lentilles, donc tiens, on va peut-être produire un peu plus de lentilles, un peu moins de pois chiches, un peu plus de tomates, et on voit ce que les gens consomment. Et en fait, on dit souvent, il y a eu beaucoup de problématiques quand on parlait de la cantine scolaire et du repas végétarien. Mais non, les pauvres, ils mangent pas de viande. Si, les pauvres, ils mangent de la viande de mauvaise qualité, mais ils mangent de la viande. La problématique, elle est surtout sur les légumes, sur les produits frais. Et là, on voit qu'avec cet argent,
et ben, tu as des personnes qui disent, ouais, j'ai pu me repayer des asperges. Ça fait des 10 ans que j'ai pas mangé d'asperges parce que c'est cher les asperges. Et ben, du coup, Oui, c'est hors de prix, les j'ai pu inviter asperges. ma fille à manger. Et parce que là, on oublie aussi que la précarité alimentaire, ça génère une solitude, quoi. Voilà, donc ça, Tu ne vas pas au restaurant, tu n'invites personne, tu refuses une invitation parce que tu peux pas la rendre. ouais. Donc d'avoir ce Alors, moyen-là aussi, alors ça on a vu renforce la vie sociale, quoi. égalité face à l'alimentation, donc potentiellement ça peut faire baisser l'obésité par exemple. Bien sûr. Revalorisation du métier d'agriculteur et reconfiguration de son métier vers quelque chose de plus fonctionnel, on va dire qu'aujourd'hui. 3, lien social, parce que du coup, déjà dans la coopérative, on doit débattre et trancher ensemble, et en plus, ça permet de remettre l'alimentation au cœur. J'ajouterai un autre bénéfice qui est la santé mentale, parce que je pense qu'aujourd'hui, un des trucs qui fait qu'on a un adolescent sur 5 qui a des pensées suicidaires et qu'on a des chiffres aussi hallucinants, un adulte sur 4 dans le monde qui souffre de solitude, c'est aussi parce qu'on a un peu perdu de vue des choses de base comme qu'est-ce qu'on mange. D'ailleurs, je dis ça, mais ce midi, j'ai avalé un sandwich devant mon ordi en 4 minutes. C'est sûr que c'est pas ça qui te rend le plus heureux. Non, Si tu le fais. mais Enfin, ce on a soir, tous si le tu as droit. envie, tu Non, peux aller manger avec des amis. on a tous le droit de le Parce faire que- de temps en temps et c'est pas très grave. Bien sûr. Mais je pense qu'au quotidien, sur plusieurs années, ça participe aussi à abîmer la santé mentale. J'ai listé 4 bénéfices. T'en vois d'autres? Bah, on relocalise l'économie aussi. Ah oui, on L'argent relocalise reste l'économie. sur place, quoi. On va pas financer des agro-industriels, et ça, c'est quand même assez fort. Et ce qui est intéressant, même dans les choix qui sont faits, les gens peuvent, enfin, en tout cas, les participants peuvent être encore plus radicaux que ce qu'on imaginait. Dire, oh, non, là, c'est bien, ce magasin-là, il est vraiment super, mais on va plutôt le labelliser, voilà, à 50% parce qu'il peut encore faire mieux, donc il va Et faire alors progresser ça, aussi les distributeurs. Alors ça, c'est ce qu'on découvre à chaque fois qu'il y a des conventions citoyennes, quel que soit le Ah ouais, sujet. mais c'est un truc de fou. C'est que les citoyens, quand ils sont formés, quand on leur donne la main, Ils vont plus loin. ils vont plus loin. Ouais, ça c'est toujours assez surprenant. Donc des bénéfices sur l'économie évidemment, et du coup sur l'usage de produits toxiques ou d'import dans des pays qui n'ont pas les mêmes normes que nous, par exemple. Ouais, ça fait déjà pas mal de choses. Hein. Oui, oui, bah, en tout cas, on continue, on va le défendre. Après, effectivement, le parcours de la loi, c'est pas si simple quand tu es pas dans la majorité. Donc, on aura une niche au mois de février. Donc, Ouais, il faut mais aussi si convaincre ça nos permet déjà de collègues. faire connaître Bien le sûr. projet à un maximum de Là, personnes. on est quand même une quinzaine à l'avoir signé cette proposition de loi. On va en parler médiatiquement. On va faire un tour de France pour remontrer encore ce qui s'y passe. Mais c'est vrai que c'est quand même, en fait, dès que tu parles à quelqu'un, ça marche. À qui que ce soit, il comprend quoi. Il dit, mais en fait, Alors, si je fais le bad cop, il y a oui, une pas tendance. complètement la droite, mais. Ouais, non, mais il y a une tendance un peu. Ah oui, donc maintenant on va en plus financer l'alimentation des gens. Enfin, enfin, je sais pas, Javier Milei, il dit en Argentine en ce moment, moi je vais tout supprimer, supprimer toute la dépense publique. Il y a aussi ce vent-là. On parle beaucoup des dérives de la droite et d'extrême droite sur les questions identitaires, etc. On en parle moins sur les questions économiques en ce moment. Mais c'est aussi un vrai sujet de dire je supprime 15 ministères parce qu'en fait on n'en a pas besoin. Ça va vraiment à contre-courant d'une idée de financer Bien sûr. l'alimentation. Mais pour moi, on a besoin de quoi pour vivre? On a besoin d'un toit et de se nourrir. Donc la question du logement est essentielle aujourd'hui en France, parce que tout découle de ça, quoi. Et l'alimentation. Donc Et puis surtout, il y on a un des pays économies à riche, faire dans la sécu énormes. sur plein de choses. Bah là, on est en plein dedans, enfin depuis quelques semaines, sur le projet de loi de finances, et c'est assez fou les choix qui peuvent être faits. Là, on a eu le droit, en tout cas toute la majorité de droite, le socle commun, comme on les appelle maintenant dans les médias, qui préfèrent geler les retraites pendant 6 mois à 1 an que d'augmenter de 15 € par mois les impôts de personnes qui gagnent plus de 10 ou 15 000 € par mois. Enfin, on en est là, donc c'est quand même des choix qui sont surréalistes et qui sont incompréhensibles. Donc l'argent, il existe en réalité. On peut évidemment qu'il y ait une austérité, nous on a trouvé mais 60 milliards comme ça, donc évidemment que c'est pas les mêmes choix. Et contrairement à ce que fait croire le RN, nous on défend vraiment les gens qui galèrent, quoi. Eux, pas du tout, ils défendent les riches. Encore ce matin en commission, ils veulent remettre des passoires thermiques sur le marché pour dire ah, mais il y a une urgence, il faut que les gens puissent vivre quelque part. Mais dans une passoire thermique, ils vont payer, soit ils vont pas se chauffer, ils vont être malades, soit ils vont payer des frais de chauffage qui sont dingues. Et ils nous parlent, oui, mais les petits propriétaires. Non, 60% des propriétaires, c'est des multipropriétaires. Donc, ils peuvent faire des travaux, ils ont de l'argent, en fait, quoi. Donc, c'est là-dessus aussi qu'il y a un vrai déséquilibre. Donc, l'argent existe et je pense qu'on peut l'utiliser différemment et qui créera encore de la richesse, quoi. Aujourd'hui, c'est quand même un droit reconnu dans beaucoup de pays démocratiques, le droit d'avoir le droit à la santé et le droit d'avoir des soins gratuits ou plus ou moins gratuits selon les pays. En tout cas, en France, c'est vraiment la sécurité sociale.
Est-ce que le droit à l'alimentation, c'est pareil? Enfin, est-ce qu'on doit faire du droit à l'alimentation le même droit que le droit à la santé? En tout cas, c'est un traité qui a été signé au niveau international par la France, le droit à l'alimentation, qui n'est pas du tout appliqué. Oui, c'est un Parce droit que- qui existe qui déjà, en existe fait. déjà, mais en tout cas, il faudrait, moi, un des objectifs qu'on a, et de manière transpartisane, c'est de l'inscrire dans la Constitution, en fait, que le droit à l'alimentation soit vraiment appliqué en France. On se fait taper dessus par l'Europe et par d'autres structures internationales. Pourquoi la France n'a toujours pas inscrit le droit à l'alimentation, comme le droit au logement, dans sa Constitution? Donc ça, je pense que c'est un... Oui, enfin, le droit au logement, on l'a Oui, mais ça inscrit. existe quand même. Mais rien qu'à C'est- Paris, il y a 3500 Bien sûr, SDF dans la rue. bien sûr, évidemment, évidemment. Mais c'est mieux que déjà rien du tout. Sinon, ça n'existe même pas et on n'en parle même pas. Donc, T'es vraiment devenu un politique. Tu sais faire la politique des petits pas, quoi. Enfin, tu sais. En fait, ouais, ça, c'est le milieu associatif. Non, non, mais Enfin, t'as raison. ouais, pour moi, c'est le Moi, je milieu... suis dans cette vision. Enfin, Ouais, c'est le milieu associatif. Tu crois pas au grand soir. Enfin, le grand soir, il n'existe pas. Enfin, ça fait longtemps que j'y crois plus. Dans le milieu associatif, dès qu'il y a une petite victoire, mais c'est waouh, tu fais là, je me suis mis en mode pareil, quoi, en fait. Ça va être hyper difficile. Tu te dis que peut-être, bon là, ça va être 3 ans jusqu'en 2027. Peut-être que jamais un amendement que je poserai ne sera validé. Peut-être que j'arriverai jamais à faire une proposition de loi qui va sortir, qui sera à l'agenda. Donc la moindre petite victoire, bah, tu l'as faite. Sinon, c'est compliqué, quoi. Ah ben Et, non, mais moi je suis d'accord, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans un moment où le débat est quand même assez polarisé et on entend beaucoup de radicalité. Donc quand il y a des petits pas, on juge, quoi. Ouais, mais je Et pense ça aussi. c'est la division aussi, c'est dommage. Moi, je pense aussi, et j'invite les partis aussi à s'ouvrir plus à la société civile aussi. Ouais, bah, Et je pense qu'il y a quand même un enjeu, en fait, à qui me dis-tu? politique professionnelle. Bah ouais, enfin, tu peux faire le job. Il y a des gens qui sont très bons et il y a besoin d'animaux politiques. Nous, dans le groupe, on a des personnalités qui sont un Benjamin Lucas qui est brillantissime et d'avoir des analyses politiques, c'est important. Mais je pense qu'il faut aussi remettre de l'équilibre. Aujourd'hui, on est quelques-uns dans le groupe écolo à vraiment être tout novice et venir à la société civile. Et je pense que c'est important. Ça amène un autre regard aussi, d'autres idées, peut-être une forme de résilience aussi plus forte parce que tu as l'habitude de prendre des coups, de te battre contre des moulins. Donc, je pense que ça peut vraiment être positif que les partis s'ouvrent un peu plus. Par contre, aujourd'hui, je suis pas grand cadre dans un parti, donc je peux pas décider ça, mais c'est un appel. Je pense que ça pourrait faire du bien à l'hémicycle d'avoir des gens qui sont pas là depuis 8 mandats, quoi. Ouais, bah, ça c'est sûr. D'ailleurs, c'est assez hallucinant quand on regarde, allez regarder votre député ou votre maire selon où vous habitez. Parfois, on découvre qu'ils sont là depuis avant notre naissance, par exemple. Ah bien, ouais, Et ça, c'est assez surprenant. Enfin, ça dépend de l'âge qu'on a. Oui, quand même. Par exemple, moi, j'avais vu que le maire du 15e à Paris, il a été élu en 83. Ouais. Et moi, je suis née en 94, tu veux. Donc, Là, on m'a parlé d'un maire ce matin qui est maire depuis 72. Ah ouais, Donc, c'est l'un des records du monde, presque. Bon, après, en tant que maire, c'est pas là, mais c'est encore différent. Mais bon. Là, voilà, tu fais la loi, tu dois connaître les gens aussi, tu dois connaître leurs problèmes, quoi. Si on a envie de participer à la sécurité sociale de l'alimentation et qu'on est un simple citoyen. Déjà, allez sur le site du collectif pour une sécurité sociale de l'alimentation. Vous allez voir où sont les expérimentations. Puis vous pouvez aussi, vous, en porter. On espère que si demain il y a la loi, qu'il y a des moyens aussi un peu plus conséquents pour pouvoir développer ça. Parce que c'est pas... Il faut quand même du fric, quoi. Il faut de l'argent pour le fonctionnement et jamais oublier l'ingénierie. On oublie souvent l'ingénierie quand on veut faire des projets innovants. Oui, mais il faut des humains derrière. On a toujours des facilités à trouver de l'argent pour acheter un immeuble. Demain, je pourrais trouver facilement 1 million pour acheter un immeuble parce que c'est de l'investissement. Et quand tu demandes 10 000 euros de fonctionnement, non, on peut pas, c'est trop. Donc c'est aussi un peu fou. Mais en tout cas, voilà, d'aller voir ce qui se passe, de continuer de rendre visibles ces expérimentations, d'en parler à tout le monde, parce que je pense que c'est vraiment un projet qui peut changer notre société, quoi, clairement. Merci, on va suivre ton ascension politique de près. Merci. Non, mais c'est vrai, en plus, j'étais super contente. Merci d'être venue. Ça veut dire que tu me rejoignes dans 3 ans? Ou je sais pas. Je sais pas. Franchement, alors je vais te dire un autre truc aussi, tu vois. Moi qui ai toujours cru à la politique et j'y crois toujours et je crois vraiment que faut mettre les mains dans le cambouis si on veut changer les choses et tout. Là, le spectacle qui est donné depuis, et je dis pas que c'est de la faute de tel ou tel individuellement, c'est un truc un peu collectif, mais le spectacle qui est donné à voir depuis la dissolution, ça donne pas envie, quoi. Non, moi, j'ai envie d'être dans la France des Jeux Olympiques où on fait du sport ensemble et on s'aime et c'est cool, tu vois. Oui, mais sauf qu'après les JO, on coupe les subventions pour le sport. Non, mais évidemment. Non, mais évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que franchement, là, bravo d'être dans ce combat-là.
parce que je En tout pense cas, que c'est vraiment ce il que n'est je me pas disais facile. aussi dans le milieu associatif ou même chez VRAC. Souvent, je me disais, mais à quoi bon? Enfin, ok, tu touches 35 000 personnes, mais il y en a 12 millions qui mangent pas bien, quoi. Donc à quoi bon? Puis après, à chaque fois, je me dis, ouais, mais si on faisait rien, ça serait pire. Mmh. Et là, je me dis la même chose. Tu peux te dire à quoi bon, clairement, dans ce milieu complètement fou. Mais c'est pas grave. Au Mais il moins, faut y aller. c'est une Ouais. autre parole. C'est peut-être des choses qu'ils entendent moins. Oui, Et et puis continuer de surtout, s'appuyer si sur on le réel, laisse quoi. les autres faire pour nous, bah, on fait mal, quoi. Enfin, on laisse les autres faire mal. On verra. On verra comment ça se passe. Voilà. Et À ben, bon suivre. courage. Merci.